La structure SICA Finance a lancé la deuxième édition du SICA Invest Challenge, le concours d'investissement en bourse dédié aux étudiants. L'objectif de ce concours étant très élargi, le SICA Invest Challenge vise à offrir aux étudiants une opportunité unique d'apprentissage pratique et d'acquisition de compétences en améliorant leur connaissance de la bourse. Une délégation de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, conduite par son président, est en Côte d'Ivoire pour passer en revue avec le gouvernement les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des réformes politiques, programmes et projets communautaires à travers la 7e revue annuelle. Le 22 janvier 2022 à Ganois, Tiens Côte d'Ivoire a organisé son premier Big Business Show de l'année, marquant ainsi le lancement de ses activités dans la région. Il s'agissait donc pour les premiers responsables de Tiens Côte d'Ivoire de dresser le bilan de l'année écoulée et de rendre publiques les ambitions de l'année 2022. C'est le week-end. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Business 24, la télé utile. Le monde ouest-africain de la finance était réuni ce vendredi 4 février à Abidjan à l'occasion du lancement de la deuxième édition du SICA Invest Challenge. Il s'agit d'un concours d'investissement boursier dédié aux étudiants de Côte d'Ivoire et d'autres pays africains prévu du 4 février au 30 septembre 2022. Ce sont plus de 3000 étudiants qui sont attendus à ce concours qui ambitionne de promouvoir le marché financier et monétaire régional. Walter Kofi, Richard Akeke. Un nouvel épisode du concours pour dénicher les meilleurs financiers en herbe africains a débuté ce vendredi 4 janvier à Abidjan. SICA Invest Challenge, une initiative du groupe SICA Finance dont l'idée est de former des étudiants à l'investissement en bourse et à les amener à se familiariser à la pratique du marché. Pour sa saison 2, SICA Invest Challenge sort des frontières ivoiriennes pour cette fois offrir l'opportunité aux étudiants du Sénégal, du Togo, du Bénin, du Mali, du Burkina Faso et du Niger de compétir. Ok, cette saison, nous venons de parler des innovations. Nous venons de l'étendre à l'ensemble des pays de la sous-région. Et ce concours a été très très bien accueilli par tout le monde. De 850 cette année, nous avons presque 3000 étudiants inscrits. Près de 980 équipes inscrites. Et donc, on s'entend à une belle empoignade en tous les étudiants de la sous-région. Et en plus, nous avons étendu à certaines filières comme le droit, les mathématiques, les filières d'informatique. Et donc, c'est un concours qui est très ouvert et on espère que les étudiants vont véritablement bien utiliser tous les outils qui leur seront mis à leur disposition pour un bel apprentissage. Pour participer, les étudiants constitués en équipe de 3 subiront un test d'évaluation porté sur des thématiques de base en économie. Ils bénéficieront ensuite d'une série de formations sur l'investissement en bourse dispensées par des professionnels de la finance et une compétition en trading où ils disposeront de 20 millions de francs CFA pour des transactions en temps réel. Donc, en termes de formation, nous allons encore sillonner toute la Côte d'Ivoire. Nous irons au Sénégal, au Burkina, au Togo, au Bénin pour des formations. Et après la phase de trading virtuel sur notre plateforme, ils vous auront des séances de trading réel sur les plateformes de bourse en ligne. Donc, ils seront vraiment mis de façon réelle à affronter d'autres traders du marché financier. Le lancement a été l'occasion pour les lauréats de la première édition d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit du groupe SICA Invest et à encourager les nouveaux compétiteurs. Alors mes mots ne changent pas. Je conseille de bosser, de travailler dur, de s'entourer de bonnes personnes et de faire des recherches. Quand on aime la chose, on s'y donne à cœur plein. Rappelons que les inscriptions de la seconde édition ont démarré depuis le 15 octobre 2021 et se sont achevées le 31 janvier. Ce sont 3000 étudiants qui sont attendus du 5 février au 22 septembre pour une aventure à l'issue de laquelle
Les lauréats bénéficieront de stages dans les meilleures institutions financières africaines et la possibilité de rafler 10 millions de francs CFA. Une délégation de la commission de l'UEMOA est présente à Abidjan pour valider les conclusions consignées dans un mémorandum produit par des experts. Ce document multilatéral retrace les conclusions de la 7e revue portant sur la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires dans l'espace UEMOA. Patrick Roux, Lignon Gilbert et Marie-Christelle Zogueï nous en donnent la quintessence de cette conclusion. Au cours de cette rencontre de ce jeudi 3 février 2022, ces économistes monétaires de l'UEMOA et les représentants du gouvernement ivoirien ont accordé leur violon sur la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, du Mali, de la Guinée-Bissau et du Niger. Au nom du gouvernement ivoirien, Adama Coulibaly a salué le rôle prépondérant de ce document dans l'intégration africaine. La revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA a été instituée par l'acte additionnel numéro 05-213 du 24 octobre 2013 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Elle est ainsi le dispositif institutionnel d'accélération de l'harmonisation des législations nationales et l'expression de la volonté manifeste des plus hautes autorités de notre communauté de faire de l'intégration régionale une réalité tangible. À l'issue de la 6e édition de la revue annuelle, l'Union a enregistré une grande performance en matière de mise en œuvre des actes communautaires. En effet, le taux de mise en œuvre des réformes de l'Union est passé de 55% en 2014 à 76% en 2020, soit un bond qualitatif de 21 points de pourcentage. Cette cérémonie a été l'occasion pour le président de la commission de l'UEMOA de mettre un point d'honneur sur ce mémorandum qui, selon lui, reste un important vecteur d'intégration économique pour les 8 pays. Aujourd'hui, cette revue en est à sa 7e édition et constitue un vecteur essentiel pour l'approfondissement du processus d'intégration économique dans notre espace. Elle permet aux instances exécutives de l'Union d'évaluer les niveaux d'atteinte des objectifs poursuivis par le traité de l'UEMOA. Notons que le mémorandum, comprenant 116 réformes et politiques de la 7e revue annuelle des réformes évaluées en 2021, a été remis par le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, au Premier ministre ivoirien Patrick Achi le même jour à son cabinet. L'atelier pour le renforcement des capacités des inspections générales d'État et les inspections des ministères a refermé ses portes ce vendredi 4 février à Abidjan. Cet atelier avait pour objectif d'apprendre aux inspecteurs la maîtrise des outils d'évaluation des projets et des actions publiques. Reportage Philippe Zabo et Ismaël Doza. L'inspection générale d'État est l'organe supérieur de contrôle administratif, d'audit, d'inspection et de promotion de la bonne gouvernance. Celle-ci entretient des relations avec les inspections générales des ministères. Tous ces inspecteurs sont la première ligne de défense de la bonne gouvernance, d'où l'importance de cet atelier de renforcement des capacités sur l'évaluation des actions publiques. Dans un contexte de réforme du système financier, dans un contexte de promotion de la bonne gouvernance, l'évaluation des politiques publiques devient un tournant, un carrefour, un outil extrêmement important pour savoir si on a bien fait ce que nous avons nous-mêmes programmé de faire. Donc c'est un outil qui permet au gouvernement de s'auto-apprécier et de pouvoir aller de l'avant. Et ça permet de corriger un certain nombre de choses au passage et aussi d'être un des piliers importants de la bonne gouvernance. Cet atelier qui s'est déroulé sur 3 jours avec différents modules a permis aux inspecteurs de comprendre le concept, les enjeux et la méthodologie d'évaluation des politiques publiques. Et selon le formateur, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.
Donc pour nous, vraiment, c'est vraiment 3 jours bien remplis où nous repartons vraiment très satisfaits d'avoir contribué à renforcer, n'est-ce pas, les capacités de ces institutions de haut niveau. Et nous pensons que en renouvelant ces genres de rencontres, d'activités, de renforcement des capacités, la Côte d'Ivoire tout entière pourra en bénéficier. Cet atelier sur l'évaluation a vu la participation de 35 inspecteurs. Tous ont reçu un diplôme de participation. Tiens Abundance System est une représentation de la multinationale chinoise Tiens Group, spécialisée dans les domaines scientifiques, de la manufacture, du commerce et autres compléments alimentaires bio. Le cabinet et son département santé viennent de s'installer officiellement à Ganois. Les temps forts de l'ouverture de ce cabinet avec Gervais Amani et France Diomandé. L'agence de Gagnoa du cabinet Tiens Abundance System était en activité depuis quelques années, mais c'est en 2022 qu'elle fait son ouverture officielle. Occasion pour les autorités administratives et politiques, ainsi que la grande famille sanitaire, de visiter ses locaux et mieux s'imprégner de ses activités. Implantée en Côte d'Ivoire depuis 2003, Tiens Abundance System est la représentation de la multinationale chinoise Tiens Group, spécialisée dans 10 domaines à travers le monde, notamment le e-commerce, la logistique, le tourisme, la santé, l'éducation, l'immobilier, la fabrication et la distribution de compléments alimentaires bio. Son siège se trouve à Gonzagueville, à Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Si Tiens est resté en Côte d'Ivoire pendant 18 ans et qu'il y a de l'affluence, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a un bonheur à tirer de cette entreprise. Donc chacun viendra prendre sa part de santé, sa part de vie. L'ouverture officielle du cabinet Tiens Abundance System de Gagnoa, qui a pris les allures d'un big business show, a été l'occasion de remettre des kits à certains partenaires pour le travail d'Hercule abattu. Plusieurs ont reçu des décorations et autres prix sanctionnant leur performance. 2 véhicules flambant neufs ont été remis à 2 leaders de Tiens Abundance System de la ville de Gagnoa. Les bénéficiaires sont Tano Célestine et Bogi Jean pour leur effort inlassable quant à l'implantation de l'entreprise dans la région du Gao. Ce prix, je mérite ce prix parce que c'est un long chemin. Voilà, on ne peut pas tout expliquer, mais c'est un long chemin. Cette voiture que j'ai eue, c'est depuis 2017 que cette entreprise, vraiment, je suis dans cette entreprise. Mais j'ai respecté le système. Je me suis mis au travail. C'est moi qui ai fait que l'entreprise est venue à Gagnoa. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai travaillé d'arrache-pied. Et aujourd'hui, voici les résultats. Le directeur général de Tiens est très heureux que ses collaborateurs et partenaires aient partagé son rêve. Il invite les populations de la région du Gao à adhérer à l'activité. On a pouvoir donc s'intégrer dans la compagnie Tiens en devenant des partenaires, ce qui va leur permettre de bénéficier de ces avantages que ces personnes ont pu bénéficier aujourd'hui et voir encore plus parce que dans la carrière d'un partenaire de l'entreprise Tiens, il y a beaucoup de choses à gagner et comme nous venons de montrer pour le programme de 2022, il y aura donc la possibilité à des personnes de pouvoir donc effectuer des voyages tout frais payés par la compagnie et toute l'année de 2022, il y a donc une promotion qui permet donc aux plus performants de pouvoir avoir les clés de véhicules aussi. Il faut rappeler que le système de vente de Tiens permet la création d'emplois. Cette entreprise fournit des produits à des organisations comme les États-Unis. Elle a des usines au Japon, aux États-Unis et en Espagne. Parlons éducation à présent et allons à San Pedro. L'antenne de la pédagogie et de la formation continue de San Pedro était récemment en journée portes ouvertes. Il s'agissait de mieux faire connaître cette structure qui, il y a quelques années, était primée comme meilleure antenne de Côte d'Ivoire. Au-delà de cette satisfaction, l'antenne rencontre des difficultés dans l'exercice de sa mission. Les détails avec Abel Kwao et Doris Bessé. Au cours de cette journée, les locaux de l'antenne ont été visités
pour se rendre compte des réalités que vivent les inspecteurs pédagogiques. Ouverte en 1992, l'antenne de pédagogie et de la formation continue de San Pedro est un des dénombrements de la direction de la pédagogie et de la formation continue. Elle est une structure attachée à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Elle a pour rôle d'encadrer et superviser l'activité pédagogique en région et assure la formation continue des personnels enseignants. C'est elle qui met en œuvre les projets et innovations pédagogiques dont le rôle central est la quête d'une école de qualité. Les usagers de l'école, mais aussi les membres de la communauté et les autorités doivent savoir ce que c'est qu'une antenne de la pédagogie et de la formation continue. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le laboratoire de la direction régionale, c'est le bras actif de la direction régionale, mais c'est aussi un acteur de la prospective et du développement économique régional. Ces choses-là étaient bien à savoir. Il était aussi important de savoir dans quelles conditions les gens travaillent pour que les officiels, les partenaires, les bailleurs puissent identifier à quel niveau il est possible de soutenir cette structure-là. La journée porte ouverte à l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de San Pedro a permis aux visiteurs de toucher du doigt les difficultés infrastructurelles auxquelles fait face l'institution. Quelques partenaires sensibles aux difficultés de la structure ont même fait des dons. Je dis sincèrement merci parce que nous savons que désormais notre structure est connue et que nos attentes seront satisfaites. Toute notre gratitude à tous ceux qui ont participé, qui ont pris part à cette journée porte ouverte. Malgré les conditions difficiles de cette antenne, le premier responsable de l'éducation nationale ne manque pas de se féliciter des résultats de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de San Pedro. À cette allure, nous pensons que les résultats scolaires vont suivre. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Tel est le thème de l'année scolaire 2021-2022. Je peux affirmer que l'antenne de la pédagogie, la formation continue de San Pedro a pris sa part de responsabilité pour que l'école de la région soit de qualité. L'antenne de la pédagogie et de la formation continue de San Pedro compte rééditer cette journée porte ouverte. Poursuivons cette édition en allant à Bandoukou. Dans quelques jours s'ouvre la certification des nouveaux élèves maîtres des écoles du CAFOP de Côte d'Ivoire. La semaine dernière, l'heure était au renforcement des capacités des encadreurs en charge de l'évaluation de ces élèves maîtres à Bandoukou qui disposent d'un CAFOP. Retour sur les temps forts de l'atelier de formation avec Anissé Kouadio. En fin d'année, les élèves maîtres de la 3e année sur l'étendue du territoire national seront confrontés à l'examen du certificat élémentaire d'aptitude professionnelle CAP. Ce précieux sésame qui leur permettra d'exercer le métier de l'enseignement dans les différents établissements primaires, publics et privés de Côte d'Ivoire. Depuis 2012, la formation initiale des élèves maîtres a changé de format. Désormais, ils reçoivent une formation modulaire et à cet effet donc, le format de certification également change. Cela évolue. C'est ce qui explique que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la direction des écoles, des lycées et collèges, la DELC, organise sur l'étendue du territoire un atelier de renforcement des capacités des conseillers pédagogiques de secteur, CPPP, les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, ainsi que les inspecteurs de l'enseignement pédagogique, tout comme les professeurs enseignants du CAFOP supérieur. Cette formation s'inscrit dans un processus qui est celui de la réforme de la formation initiale des instituteurs. Et cette formation initiale, qui a débuté depuis 2014, va atteindre cette année la toute première édition de cet examen. Puisque ça permet à chacun des acteurs de la chaîne de formation d'être au même niveau d'information que les autres et de savoir qu'est-ce que cette personne a à faire à certains moments bien précis. Nous avons un canevas qui nous permettra d'évaluer de façon efficace le portfolio. Je retiens également que
c'est un outil incontournable. Précédemment, nous pensions que c'était un module à installer, mais nous nous rendons compte au sortir de cette rencontre, de cet atelier, qu'il devient un maillon essentiel dans la certification des élèves maîtres de la 3e année. Nous avons acquis beaucoup de connaissances pour aborder sereinement la certification de nos élèves maîtres de 3e année. Ça nous sera bénéfique dans ce sens que le portfolio est un nouvel outil pour nos élèves maîtres et venir aujourd'hui en parler, en discuter pour essayer de mettre cartes sur table et comprendre vraiment le module recherche pédagogique et essayer d'implémenter ça auprès de nos élèves maîtres de 3e année. Les autorités du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers la direction des écoles, des lycées et collèges d'ELC, attendent que les examens de fin d'année des élèves maîtres sur l'étendue du territoire national se déroulent bien. Poursuivons cette édition en allant à Ségou, au Mali, pour parler justement de la foire agricole et artisanale de Ségou. La 18e édition de la foire artisanale et agricole de Ségou au Mali bat son plein, malgré le contexte difficile bien sûr actuel que vit le pays. C'est environ 1000 exposants venus des pays de la sous-région ouest-africaine qui sont attendus et dont plus de 5000 visiteurs par jour. Laïdia Kité est notre correspondant à Bamako, il nous en parle. La Fondation Festival sur le Niger contribue depuis sa création à la promotion de l'économie locale dans la région de Ségou au Mali à travers son programme Développement économique local. C'est ainsi qu'elle a initié en marge de Ségou Art Festival sur le Niger une foire internationale dénommée la foire artisanale et agricole. La foire de Ségou est une activité, une composante majeure du Festival sur le Niger qu'on a initié depuis 2005, depuis le démarrage du festival, afin de permettre aux artisans et aux agriculteurs et aux acteurs locaux de Ségou et du Mali et d'ailleurs de pouvoir vendre leurs productions et de montrer leur savoir-faire aux festivaliers. Parce qu'on s'est dit qu'à côté d'un événement culturel, il est important qu'on ait aussi un aspect économique qui permette aux populations de pouvoir écouler leurs stocks et aux artisans de différents pays de pouvoir venir montrer leur savoir-faire. Pendant une semaine sur les berges du fleuve Niger se côtoient l'imagination et la créativité d'environ 400 artisans et créateurs locaux, nationaux et internationaux avec plus de 5000 visiteurs par jour. La cerise sur le gâteau, c'est l'innovation apportée cette année. L'innovation de cette édition, nous avons offert la possibilité aux populations d'acheter des produits sur le site internet de Ségou Ville Créative. Je lance un appel à tous nos pays voisins, aux exposants de tous nos pays voisins qui veulent s'inscrire. Ils peuvent nous contacter sur le site de Ségou Ville Créative. C'est un espace d'échange, de partage, d'expériences, de promotion et de valorisation des produits locaux ainsi que le développement de la ville de Ségou. Cette foire contribue au développement harmonieux de la région de Ségou, du Mali, et vraiment au développement de nos produits artisanaux, de nos produits agricoles, au développement de notre savoir-faire. Cette foire vitale pour l'économie locale, nationale, voire sous-régionale est un salut et une opportunité pour les acteurs locaux et d'ailleurs, mais aussi une satisfaction pour les partenaires et les autorités du pays. La foire de Ségou s'impose aujourd'hui comme un événement majeur de la sous-région ouest-africaine, un moteur de développement, un facteur de croissance et de création de richesses et d'emplois. Dans toute la foire, on voit beaucoup de créativité et ici, Modétique, c'est quelque part le produit, on voit le résultat de nos efforts. En tout cas, c'est bon, c'est pour cela tous les jours on vient. Parce que quand on vient seulement, on gagne des grossistes, on vend beaucoup même. Il y a une très nette amélioration. Donc les conditions d'exposition ont beaucoup évolué et puis l'espace aussi, il y a de l'ambiance partout. La 18e édition de la foire de Ségou a débuté le 1er et prendra fin le 6 février 2022. Intéressons-nous à présent à la chronique de Business 24. Aujourd'hui, Issa Badini a jeté son regard sur les rapports plus que tendus entre la junte militaire au Mali et la communauté internationale. À chaque jour suffit sa peine dans ce désormais feuilleton malien où le dernier épisode a été l'expulsion en début de semaine de l'ambassadeur de France au Mali. Ne tirons-nous pas trop sur la corde? Je vous pose la question à vous, Issa Badini.
très loin de nous les Vive la France de 2012 qui ont fait place maintenant à Abat la France. La guerre est désormais totale entre le Mali de Assimi Goïta et la France. Le dernier fait d'armes est l'expulsion Mani Militari lundi dernier de l'ambassadeur de France par l'homme fort du Mali pour protester, selon le communiqué lu à la télévision, contre les propos jugés injurieux du ministre français des Affaires étrangères. Des propos de Jean-Yves Le Drian qui font suite, là aussi, à la décision de la junte militaire de congédier les forces spéciales danoises venues prêter main forte aux Maliens dans le cadre de la force Takuba. Au-delà de la rupture politique plus que jamais consommée, Paris et ses alliés n'envisagent ni plus ni moins que la rupture de la coopération militaire avec Bamako. Si cela arrivait, ce serait là un coup dur pour la lutte contre le terrorisme au Sahel. De l'insouciance ou de l'inconscience, toujours est-il que Bamako joue avec le feu. Et ce fait-là brûlera le Mali, tout le Mali, sans toutefois épargner ses voisins. Bamako pourra-t-il gagner cette guerre contre le terrorisme en se mettant à dos le reste du monde, sauf bien sûr Sahari, plus bouillante que jamais, avec des slogans anti-occidentaux les plus riches et variés, ou avec la pomme de discorde du moment, les Russes de Wagner. À ces propos, quelqu'un disait que sur la table, outre la vodka et quelques kalachnikovs, Moscou ne propose pas grand-chose comparé aux 600 milliards de francs CFA que les Occidentaux injectent chaque année dans le budget malien. Que le Mali et les Maliens le sachent, ce qui se joue depuis peu au pays de Modibo Keïta avec l'irruption de Wagner n'est ni plus ni moins qu'une copie conforme de ce qui s'est joué en Syrie, en Géorgie, en Crimée ou en Ukraine en ce moment. La guerre froide entre l'ex-URSS qui s'est fait une nouvelle jeunesse avec Vladimir Poutine et l'Occident. Une guerre géopolitico-stratégique où les vainqueurs, nous le savons déjà, ne sont ni le Mali ni les Maliens, encore moins le pauvre Goïta qui, plus que son pays, joue sa propre survie. En attendant de connaître le vainqueur, un autre vaincu est à noter, la lutte contre le terrorisme. Et les plus heureux de ce crash conjugal entre le Mali et ses partenaires, les djihadistes qui doivent en ce moment siffler l'été en marchant du Kilichi, et Vladimir Poutine qui tient là une belle prise bon marché avec dans la balance un peu de vodka et quelques kalachnikovs, comme nous l'avions dit plus haut, et une promesse d'envoyer Kidal, Tombouctou et Menaka en enfer. Attention, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, a-t-on coutume de dire. Aux pseudo-patriotes et autres nationalistes de tout acabit, nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'esclavage dans l'opulence de Sékou Touré de 1958, non seulement date maintenant, mais également a fini par convaincre plus d'un que l'on ne se nourrit pas que de patriotisme et d'eau fraîche. À bientôt. Sacré Issa Badjidi, merci pour ce regard sur les rapports tendus entre la junte militaire au Mali et la communauté internationale. Nous ouvrons à présent la page sportive de ce journal. Les sports, c'est l'affaire de Hamid Diarra-Souba qui a tenu et qui est déjà dans notre studio. Hamid Diarra-Souba, bienvenue. Merci Pierre. Le focus d'aujourd'hui, c'est sur l'équipe du Burkina Faso, les étalons du Burkina qui ont tenu, qui ont joué jusqu'au bout cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Cameroun. 400 millions de francs CFA, c'est la somme que devront empocher les étalons du Burkina Faso s'ils arrivaient à battre en demi-finale les Lions de la Teranga du Sénégal. Mais malheureusement, les étalons du Burkina Faso se sont inclinés 3-1 face aux Lions de la Teranga. Et voilà, donc on se dit, est-ce qu'à ce stade-là, l'opérateur économique du nom de Mahamadou Bonkoukou allait plutôt tenir sa promesse en donnant cette grosse somme aux étalons du Burkina Faso qui n'ont pas démérité dans cette compétition? Est-ce qu'il l'a donc fait? Je reviendrai sur le plateau pour te le dire, Pierre. Alors, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, puisque nous parlons de la CAN qui
se termine demain, officiellement au Cameroun, demain 6 février. La finale, c'est demain, entre le Sénégal, les Lions de la Teranga, et l'Égypte, les Pharaons d'Égypte. Exactement. Il faut savoir qu'entre ces deux nations, il y a eu 12 confrontations. Mais déjà, il faut savoir que lors de ces 12 confrontations, l'Égypte a pratiquement gagné, a tiré quand même son épingle du jeu avec 6 buts marqués, avec 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Donc, si on regarde sur papier, on va dire que l'Égypte pas favori de cette rencontre, mais on attend de voir dans quelques heures ce que les dieux du foot nous diront. Bien malin toujours, je l'ai dit l'autre jour, bien malin qui nous dira donc le score de cette rencontre, de cette confrontation qui s'annonce très tendue entre le Sénégal et l'Égypte, les Pharaons d'Égypte qui sont bien préparés pour remporter leur 8e trophée et le Sénégal qui se prépare à remporter son premier trophée continental. Oui, là, alors, Ami Diarra-Souba, on poursuit le vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Il gagnera quoi? Il gagnera la somme de 3 milliards de francs CFA, une hausse de plus par rapport à la CAN de 2019 qui a été remportée par l'Algérie. Et le finaliste malheureux de cette 33e édition empochera la somme de 2 milliards de francs CFA. Question donc, réponse demain du côté du Cameroun pour connaître qui donc empochera les 3 milliards de francs CFA promise, cette somme promise par la Confédération africaine de football. Merci Ami Diarra-Souba. C'est moi qui te remercie Pierre. Madame, Monsieur, voilà donc qui referme ce journal. On souhaite un très excellent moment à vous qui nous suivez au Sénégal et à vous qui nous suivez partout au Caire et sur le continent africain. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. On se retrouve un peu plus tard pour le journal. Au revoir et à très bientôt.